Martineau. L'opinion populaire. On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau-Bock-Côté. Mathieu, j'ai lu quelque part que tu ne peux pas te prononcer sur les lunchs à l'école parce que tu n'as pas d'enfant. Oui, j'ai lu ça, mais je devine que la personne qui a écrit ça pense qu'un Montréalais peut pas se prononcer sur ce qui se passe en Gaspésie, qu'un homme du Saguenay ne peut pas se prononcer sur ce qui se passe à Sherbrooke, et ainsi de suite. J'ai lu ça, mais je me rappelle pas c'est de qui, mais ça me semblait pas d'une personne particulièrement intelligente ni perspicace. Donc, tu sais, moi, mon rapport aux critiques qui nous viennent des réseaux sociaux, parce que tu fais référence, j'ai écrit 2 textes sur la question des lunchs à l'école. Dans le premier, je remettais en question l'idée que l'État doive se substituer aux parents pour nourrir la marmaille. Et dans le deuxième, je revenais sur les difficultés pratiques, quoi qu'on en dise, qui viennent avec une telle mesure, ou qui viendraient avec une telle mesure aujourd'hui. Puis j'ai vu, oui, des gens qui, pour empêcher la réflexion, pour la discréditer, disaient, puisqu'il n'a pas d'enfant, de quoi parle-t-il? Bon, comme Et je pourtant, dis, je ne m'en fais... tu le disais, et pourtant, un autre truc, là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont dit, il n'y a pas de cœur, puis les enfants qui arrivent le ventre vide. Écoute, ici même sur les ondes, hier... Tu le dis à 3 reprises, sinon 10 reprises. Bien sûr que les enfants pauvres qui arrivent le ventre vide à l'école, bien sûr qu'il faut en prendre soin. Ce que tu disais, toi, c'est le côté universel. Oui, bien sûr. Monde. Et puis, bon, pourquoi donner l'argent à l'école? Pourquoi pas donner l'argent aux parents qui, eux, prendraient soin de leurs enfants? Tu parlais de ça. Mais non, il y a tout le temps des gens, Christy, tu sais, qui disent, ah, c'est ça, ils veulent rien savoir, les enfants pauvres, ils s'en foutent. Mais tu sais, ça en fait, c'est révélateur de l'état du débat public aujourd'hui. C'est-à-dire, plutôt que de répondre aux arguments de quelqu'un qui n'applaudit pas immédiatement à ce qui passe pour l'idée merveilleuse et généreuse du jour, qu'est-ce qu'on fait? On lui prête des pensées coupables. Donc, dans ce cas-là, si vous êtes contre le fait de voir l'État se substituer aux parents à l'école, tout en disant qu'il faut soutenir les enfants qui arriveraient à l'école le ventre vide, évidemment, là, on vous dit que vous manquez de cœur. De la même manière, si vous dites que l'immigration massive déstructure nos sociétés et globalement beaucoup plus négative que positive, on vous dit que vous êtes raciste. Donc, et si vous considérez que le féminisme a eu des effets, quelquefois, des effets qu'on devrait critiquer dans nos sociétés, ben vous êtes nostalgique du patriarcat. Si vous considérez que les écolos radicaux sont dangereux, ils ont quelquefois une tentation socialisante et autoritaire et hyper bureaucratique, on vous dira que vous vous foutez de la planète. Si vous pensez qu'on paye trop d'impôts, on vous dira que vous manquez de cœur pour les plus pauvres, et ainsi de suite. Donc, c'est la disqualification du désaccord en prêtant des sentiments mauvais à son contradicteur. Ce n'est pas nouveau. C'est généralement comme ça qu'on réussit à créer un espace public relativement aseptisé, parce que qui a envie de se faire insulter dans la vie publique? Une fois que c'est dit, je considère, pour ceux qui sont là depuis longtemps, là, pas pour ceux qui sont de passage dans la vie publique, avoir des gens qui nous critiquent de manière de mauvaise foi, malveillante et tout ça, ça fait partie de la vie. Faut pas s'en faire exagérément. Faut pas s'en faire trop. Avoir des gens de mauvaise foi qui nous disent qu'on est méchant, ça fait partie de l'existence ordinaire de l'éditorialiste et de l'intellectuel. Et ça, entre toi et moi, comme auraient dit nos grands-parents, ça me fait pas un pli sa différence. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir quelles méthodes sont utilisées pour disqualifier une critique que l'on juge inacceptable et irrecevable. Mathieu, il y a quelques jours, Christian Rioux, dans Le Devoir, se demandait comment ça se fait qu'au Québec, on est si passionné par l'élection américaine. C'est quand même pas chez nous qui se présente, c'est un autre pays. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, il y a 2 choses là-dedans. C'est-à-dire, d'un côté, je comprends l'intérêt que suscite cette élection, vu le monde dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, l'élection américaine, on n'est pas une élection en ce moment seulement entre 2 partis et 2 candidats, mais c'est entre 2 conceptions assez
en fait radicalement contrasté de l'avenir des sociétés occidentales. Les deux prétendent incarner la démocratie. Kamala Harris dit cet homme-là est un dictateur, s'il prend le pouvoir, eh bien il le rendra pas. Et les républicains disent les démocrates aujourd'hui veulent remettre en question la liberté d'expression. Les démocrates sont assez autoritaires, ils veulent changer les règles électorales ensuite pour verrouiller définitivement les élections pour qu'ils puissent gagner en toutes circonstances. Donc je comprends que cette élection-là soit suivie partout à travers le monde, parce que ce qui se passe aux États-Unis, c'est le propre de l'Empire. Ça finit toujours par nous affecter. Ce que je trouve regrettable, c'est qu'on traite ça comme si on était les Américains nous-mêmes. Comme si le Québec était finalement l'État supplémentaire des États-Unis et que notre opinion comptait fondamentalement là-dedans. Donc, comme s'il fallait se prononcer sur le mode d'un instant, si je dis pas mon avis aujourd'hui, eh ben, l'un ou l'autre va l'emporter. Donc, et ça s'accompagne souvent. Mathieu, il y a même des sondages, là, où on sonde les Québécois en disant, vous voteriez pour qui, vous? Harris? À 85% d'un bord. Puis là, alors je me rappelle, moi j'ai fait remarquer que ce 85% pour Harris n'était peut-être pas sans lien avec environ 99% des chroniqueurs et des éditorialistes sont pour Harris. Il y a peut-être un lien entre les deux. Et quand j'ai dit ça, des gens que j'estime par ailleurs m'ont répondu « Quoi? Encore une fois la critique des médias ?» Ouais, mais à un moment donné, je veux dire, sauf dans la radio de Québec, qu'on me trouve un espace au Québec où on ne tient pas pour acquis que Trump est un débile mental, autoritaire, fou furieux et terrifiant. Qu'on me le présente cet endroit, je suis curieux de s'il existe, c'est bien à mon insu. Une fois que c'est dit, on peut se passionner pour tout ça, mais sans pour autant se prendre nous-mêmes pour des Américains, puis sans pour autant, comme je le vois trop souvent, l'envers de cette passion américanophile, c'est le dédain pour le Québec. Comme si le Québec c'était pas vraiment intéressant, comme si le Québec c'était pas à la hauteur, comme si le Québec c'était pas c'est une forme de société périphérique qui devrait presque se regarder avec dédain elle-même. Quand j'entends des gens de la région de Québec, la droite de Québec, traiter le Québec, ils appellent ça le dôme. Je trouve ça effrayant, le dôme. Hein, autrement dit, on serait dans une espèce de cloche fermée, puis là, les Québécois seraient sous-oxygénés collectivement dans l'entre-soi unilingue français. Bon, je m'excuse, mais c'est une bonne chose en pensant qu'un peuple vive dans sa langue et pense dans sa langue et respire dans sa... C'est une bonne chose. C'est pas un problème au Québec de parler français et de pas être des Américains comme les autres. Ensuite, je pense que le Québec est une société à la fois passionnante et inachevée. Hein. C'est une société qui est encore incomplète politiquement, qui dispose pas de sa pleine existence politique. Mais les Québécois devraient se passionner pour leur propre vie politique et développer sur les États-Unis un regard québécois. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelles seraient les conséquences de Trump ou de Harris pour le Québec. Hein, il fut un temps, dans les années 90, les démocrates aux États-Unis, 80 surtout, les démocrates étaient plutôt hostiles au libre-échange, les républicains y étaient favorables. Bon, ben, d'un point de vue québécois, à l'époque où le libre-échange était à notre avantage, on aurait pu logiquement préférer les républicains aux démocrates. Les circonstances font qu'ensuite on peut évoluer d'un point de vue à l'autre, mais les Québécois ne développent pas un point de vue sur les Américains en fonction de leurs intérêts. Ils se contentent souvent d'avoir un point de vue moral. Et ça, je pense qu'un point de vue strictement moral sur la politique, c'est la meilleure manière de rien comprendre à ce qui se passe. Puis j'ajoute une dernière chose. Qu'on soit pour Trump, pour Biden, pour pour Harris, qu'importe, mais je pense que la politique ne se réduit jamais à la joute des gentils contre les méchants, les fins contre les pas fins, les propres contre les pas propres. Or, à entendre, à écouter, à lire plusieurs commentateurs et analystes de notre côté de la frontière, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, c'est comme une bataille de films avec vraiment des super gentils d'un côté et des super méchants de l'autre. Je suis pas certain qu'au final, on réussisse à comprendre pourquoi des dizaines de millions d'Américains dans 3 mois vont voter pour Donald Trump. Même s'ils sont battus, ces gens-là sont-ils tous des fous, des crétins, des racistes, des réactionnaires, des rétrogrades? Ou est-ce qu'on peut chercher à comprendre pourquoi ils ont de tels comportements électoraux? Ça, c'est l'étape que plusieurs refusent de franchir. Et écoute, en terminant, j'aimerais revenir sur ce qui se passe en France. Là. Ils ont un nouveau premier ministre. Ouais. C'est quelqu'un de la droite. Et je lis dans le Figaro, où tu collabores régulièrement, que en fait, c'est la vengeance de l'ancien monde contre le nouveau monde qui est représenté par Macron. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ben, c'est assez juste. Hein. C'est-à-dire que Emmanuel Macron avait dit révolution. Il avait dit on va dissoudre les anciens clivages.
Emmanuel Macron parlait des Français comme des Gaulois réfractaires. Emmanuel Macron tendait à réduire la politique à la technique en disant il n'y a qu'une bonne option et c'est la mienne. Les désaccords politiques, ça appartient au monde d'hier. Maintenant, je vais rassembler les bons de tous les camps, puis les bons devraient tous s'entendre que les autres, c'est des pas bons. Il y avait une conception très technocratique de la politique chez Emmanuel Macron. Or, Michel Barnier, qui a eu une carrière politique aussi technocratique un peu au niveau européen, il représente quand même, par exemple, le respect des différentes familles politiques. Emmanuel Macron, en France, traite souvent ses adversaires les extrêmes. Michel Barnier, dans son premier discours, il a dit « Il faut respecter toutes les familles politiques quelles qu'elles soient. » Donc, les électeurs et leurs représentants sont en droit de se faire respecter. Ensuite, il représente une vision de la France. Il y a eu une position très ferme sur l'immigration en 2021. Une conception de la France qui ne se dissout pas dans l'européisme mondialisé. Il préfère le gouvernement des élus au gouvernement des juges. Lui qui était un partisan de l'Europe toute sa vie, dit là, l'Europe va peut-être trop loin aujourd'hui en s'emparant justement de la souveraineté des peuples sur les questions identitaires et migratoires. Donc, il représente une France puis c'est la France de la droite conservatrice, en fait. La droite conservatrice qui a accompagné les évolutions de la société, mais qui est pas toujours occupée à traiter de ploucs et de beaufs tous ceux qui n'applaudissent pas au même moment la nouvelle innovation sociétale. Donc, il y a une forme de simplicité aussi dans sa manière de parler. Donc, il n'y a pas d'enthousiasme délirant autour de lui. Mais puisqu'il y a eu la possibilité pendant un temps d'avoir un gouvernement de gauche radicale, le cri qui a accompagné l'arrivée de Michel Barnier, c'était un cri de soulagement, c'est-à-dire on l'a échappé belle. Je suis pas certain qu'il va durer si longtemps que ça, mais à tout le moins, ça vient d'enclencher un nouveau cycle politique en France. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. Bye bye. Bonne semaine. Salut.